Bonjour à tous, ici Lucas Marchand. Aujourd'hui, on va parler de crypto, un sujet qui me tient à cœur. Je suis persuadé que c'est une industrie qui va exploser dans les années à venir et je pense que ça vaut vraiment la peine de suivre ce qui s'y passe parce que quand on regarde de près, c'est extrêmement enthousiasmant. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vue un petit peu générale sur le marché et une série de nouvelles qui vont nous aider à comprendre où est-ce qu'il en est ce marché, où va l'industrie et pourquoi il y a des raisons d'être vraiment optimiste sur ce qui se passe. Je vous parle d'optimisme alors que les prix sont en train de baisser. Pour mieux comprendre ce qui se passe, on va regarder simplement le graphique de prix du Bitcoin. Vous l'avez ici sous les yeux. Ce qui est intéressant de voir, c'est que malgré tout ce qui s'est passé sur le marché, que ce soit dans la bourse ou dans les cryptos, on a un Bitcoin qui montre une relative solidité. Vous voyez ici, je vous ai encadré en jaune une zone de prix autour de 30 000 $ qui, après avoir été fortement défié au mois de mai, s'est retrouvé à tenir le coup. Et donc, ça veut dire qu'on a un Bitcoin qui, effectivement, est passé de 68 000 $ à 30 000, mais qui n'a pas cassé cette zone extrêmement importante qui date de 2021 et qui donc montre une certaine robustesse, surtout si on le compare au Nasdaq. Ça vous étonne peut-être un petit peu ce que je vous dis, parce qu'on a beaucoup parlé de la corrélation entre les actions de croissance, la tech et les crypto-monnaies ces derniers mois. En fait, ça, c'est un petit peu une vue de court terme et je vais vous expliquer pourquoi en regardant ce graphique-là. Ça, c'est le Nasdaq versus le Bitcoin. Vous avez le Bitcoin en violet, vous avez le Nasdaq en bleu. Et comme vous le voyez, depuis le début de l'année, donc depuis janvier 2022, on a le Bitcoin qui colle de près le Nasdaq. Et à partir du mois de mai, on a même une légère décorrélation où le Bitcoin va dans la même direction, c'est-à-dire à la baisse, mais qu'il baisse encore plus que le Nasdaq. Donc on peut penser qu'il y a une corrélation importante entre ces deux actifs. Alors c'est vrai sur le court terme, mais encore une fois, on ne s'intéresse pas au court terme. Quand on investit, on s'intéresse au long terme et on apprend à dézoomer. Voilà ce qu'on voit à long terme. En bleu, toujours le Nasdaq. Le Nasdaq qui est dans une tendance vraiment baissière de fond, un bear market, alors que le Bitcoin, lui, a tenu ses résistances à 30 000 $ et dessine techniquement quelque chose de moins moche, je dirais. Mais effectivement, ça reste très effrayant parce qu'il suffit que ces niveaux lâchent pour avoir un espèce de grand vide sous nos pieds. Donc un niveau difficile avec une pointe d'optimisme, mais un potentiel pour partir vraiment très très bas qui fait en ce moment peur à tout le marché crypto. Donc c'est important de vraiment de comprendre ça, qu'on est dans une corrélation de court terme à cause de ce problème de resserrement monétaire et de liquidité qui crée un peu de panique sur tous les actifs de long terme, type croissance, hypercroissance, type crypto. Mais on a aussi des mauvaises nouvelles parce qu'il n'y a pas que cette histoire de resserrement monétaire qui pose un petit peu problème en ce moment dans l'univers des crypto-monnaies. Là, je vous ai pris un article qui parle d'un nouveau hack dans la blockchain Cosmos sur le DEX, donc l'échange décentralisé Osmosis, qui vient de perdre 5 millions de dollars et a dû arrêter son réseau suite à ce hack. Ça vient après une série de mauvaises nouvelles. On a parlé dans une autre vidéo de Terra Luna. On n'a pas encore parlé, mais je vous parle aujourd'hui du fait que la DeFi en général se porte plutôt moyennement en ce moment, y compris sur le réseau Ethereum. Et on voit des hacks qui continuent à se succéder. Donc on a cette espèce de pessimisme sur le marché et on ne sait pas très bien comment investir ou comment voir le marché dans cette perspective-là où on se demande si on va de nouveau traverser un hiver crypto, s'il faut se tenir éloigné de tout ça. Je pense que si vous me connaissez, vous savez que moi, comme toujours, je suis un investisseur long terme, je cherche des actifs qui vont être en croissance sur le long terme et c'est vraiment le cas de l'industrie crypto à mon avis, avec toute l'incertitude bien sûr que ça comprend, mais ça reste un pari qui est asymétrique comme on dit, c'est-à-dire que le gain peut être extrêmement important pour un risque comparatif relativement modéré. Maintenant, je passe aux bonnes nouvelles et je vous explique pourquoi je pense qu'il y a vraiment un mouvement très très fort dans l'univers de la crypto qui est difficile à arrêter et qui explique pourquoi on a vu cette solidité du réseau, du prix en fait de Bitcoin et aussi du prix de certains autres actifs crypto. La raison, c'est simplement que la situation par rapport à 2018, quand on a vécu ce qu'on a appelé l'hiver crypto, est extrêmement différente. Et une des grandes différences,
c'est bien sûr la taille des volumes d'échange et ce genre de choses-là, mais c'est aussi le capital qui est à disposition et puis l'appui de grands fonds d'investissement qui fait qu'il y a énormément de cash dans cette industrie-là parce qu'il y a plein de projets concrets, réels à mener et beaucoup de monde en fait a envie de mettre de l'argent là-dedans, même dans une période difficile comme on est en train de vivre où on a un assèchement monétaire. Là, je vous ai pris une coupure qui nous parle de Solana qui vient de lancer un fonds d'investissement de 100 millions de dollars en Corée du Sud pour encourager les startups, pour appuyer les startups du Web3. C'est intéressant que ça se passe en Corée du Sud. Je ne sais pas si c'est un hasard, mais il y a probablement un petit peu de place pour faire des choses vu que la blockchain Terra est en difficulté et qu'elle est très fortement basée en Corée avec beaucoup de développeurs coréens. En tout cas, très bon timing pour Solana. Solana qui est une blockchain qui a beaucoup fait parler d'elle en 2021 avec Avalanche et avec Terra qui sont des alternatives à Ethereum et qui donc ont parfois une centralisation qui est plus importante mais qui leur permet d'avoir une vitesse de transaction aussi plus importante, ce qui fait que beaucoup de petits investisseurs qui ne veulent pas payer les frais de transaction très élevés d'Ethereum veulent aller sur des blockchains comme Solana ou comme Avalanche. Et ici, on voit que ces blockchains, même si maintenant leur prix a beaucoup baissé, elles ont profité de l'année 2021 pour vraiment charger à bloc leur cash et tisser un réseau qui leur permet maintenant de traverser cet hiver qui pourrait être plutôt un été un peu froid, puisque le développement va continuer à plein. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Et cet exemple de Solana que je vous donne, c'est en plus une petite somme, c'est que 100 millions d'euros, de dollars, entre guillemets. On a des sommes beaucoup plus importantes récemment qui ont été annoncées par des grands fonds. Là, je vous ai juste pris les plus récentes. Des annonces comme ça, on en a très régulièrement. Donc, c'est important de comprendre ça vraiment. Où va le cash, où vont les investissements, où va l'innovation et de se placer dessus si vous osez, si vous êtes assez diversifié et si vous pensez que ça correspond à votre profil. Je vous mets encore une autre annonce. Celle-ci, elle est intéressante parce que elle vient de sortir maintenant là vraiment et elle concerne la France puisque c'est la start-up française Ledger qui fait des clés qui vous permettent de stocker vos cryptos, qui s'est associée avec KT Innovation pour 110 millions de dollars cette fois-ci. C'est en association avec BPI France. BPI France, c'est un fonds d'investissement qui appartient, accrochez-vous, à l'État français. Et donc, là, je pense qu'on a un nouvel exemple d'une industrie qu'on pointe souvent comme étant un petit peu pirate, comme étant très incertaine, comme étant morte tous les 6 mois. Et quand on regarde les faits, on s'aperçoit qu'il y a des centaines de millions de dollars et en fait des milliards, si on fait l'addition de tout ça, qui sont investis aujourd'hui pour préparer ce que va être cette industrie demain. Et non seulement les fonds d'investissement en font partie, mais les États eux-mêmes et l'État français sont en train de en fait, encourager le développement de cette industrie. Ça, c'est capital de comprendre ce qui est en train de se passer à ce niveau-là. Ce n'est pas dans le secteur de l'automobile que vous allez trouver des fonds d'investissement comme ça, ni dans le secteur de l'énergie d'ailleurs, même si ça serait peut-être nécessaire pour le nucléaire, mais c'est un autre sujet. Voilà, je continue maintenant avec les institutions. Ça aussi, c'est une différence avec ce qu'on avait en 2018. On avait une grande incertitude à l'époque quand on a connu la première bulle célèbre du Bitcoin. On avait une espèce d'écosystème avec beaucoup de particuliers et pas beaucoup de banques, de fonds d'investissement, de gros établissements financiers bien établis. Tout ça, c'est en train de changer. On a beau voir une baisse de prix dans les crypto-monnaies, les projets continuent à avancer à fond. Un article du 7 juin qui nous dit que Citadel Securities, donc voilà, Citadel, c'est un géant financier, est en train de préparer en collaboration avec Virtue une plateforme pour trader des crypto-monnaies. Il n'y a pas plus de commentaires à faire là-dessus, c'est simplement que les investissements, ils se font au niveau des fonds, au niveau des grandes institutions financières bien établies. Le seul challenge en fait qu'elles vont avoir, ces institutions, c'est de s'assurer qu'au niveau réglementaire, elles peuvent proposer les services qu'elles aimeraient proposer dans le domaine des cryptos. Ça, c'est aussi assez important de le comprendre et c'est pour ça qu'on a l'impression que ces institutions, on en parle toujours, mais elles ne viennent jamais vraiment. Si elles viennent, mais elles doivent derrière mettre en place toute une infrastructure technique et légale qui leur permet de lancer ces nouveaux services.
sans avoir de problème avec les gouvernements. Parce que quand vous faites quelque chose dans les cryptos au niveau privé, pour vous, il n'y a pas de problème, mais si vous êtes un établissement financier réglementé, c'est extrêmement différent. Et ça, c'est aussi ce qui est en train de se mettre en place maintenant en coulisses, pendant que les gens s'inquiètent pour l'avenir de l'industrie des crypto-monnaies. Ici, on a Goldman Sachs qui, dans la même optique que Citadel, a discuté avec FTX, qui est une plateforme crypto extrêmement connue avec un succès insolent, qui d'ailleurs on annonçait hier, je crois, qu'il trade maintenant sur FTX plus de Bitcoin que sur Coinbase, qui est un leader. Et donc on a eu Sam Bankman-Fried, je ne sais pas comment ça se prononce, qui a discuté avec David Solomon, qui est de chez Goldman Sachs. Sam Bankman est de chez FTX, et ils ont discuté sur une coopération de long terme à plusieurs niveaux pour savoir comment ils pouvaient échanger leurs compétences respectives pour développer un partenariat. Ça aussi, voilà, c'est un exemple simplement que Goldman Sachs, grande banque américaine, est à fond sur ce secteur-là et comprend bien que c'est inévitable. Je vais encore souligner une dernière chose par rapport à ça, c'est que une critique qu'on entend souvent, c'est oui, les crypto-monnaies, c'est très bien, mais les gouvernements vont probablement les interdire et ce sera très facile. Ce qu'il faut souligner, c'est que en fait, plus le temps avance, plus ce genre de partenariat existe, plus de l'argent est investi dans ce domaine-là, plus ça va être difficile de revenir en arrière. Et on aurait encore pu voir une interdiction ou des contraintes légales suffisamment importantes pour quasiment tuer cette industrie-là en 2018. Je pense que si les États voulaient couper l'herbe sous le pied de l'univers crypto, c'était 2018. Elles ne l'ont pas fait et maintenant, pour des raisons peut-être qui peuvent nous échapper, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Et maintenant, je pense que voilà, les rouages sont en train de se mettre en place et on a cette industrie qui est en train d'exploser, même si ça ne se voit pas au niveau du prix des actifs en ce moment, ça se voit vraiment au niveau de ce qui est en train de se passer au niveau opérationnel sur le terrain, au niveau financier, au niveau technique. Toute l'infrastructure technique est en train de se mettre en place. Et d'ailleurs, ça, ce que je vous parle sur l'infrastructure technique, c'est tout à fait à propos par rapport à ce que je vous montre là, qui est une annonce de ce qu'on appelle de merge pour la blockchain Ethereum. Donc Ethereum, c'est la blockchain la plus importante après Bitcoin, c'est la blockchain la plus importante de toutes au niveau des smart contracts. Donc la majorité de la finance décentralisée, la DeFi comme on l'appelle, est sur Ethereum. La majorité des NFT sont sur Ethereum. Et depuis très très longtemps, depuis plusieurs années, Ethereum prépare une grande migration qui sera de la Proof of Work vers la Proof of Stake. C'est-à-dire que le minage d'Ethereum, qui est très gourmand en énergie, va s'arrêter et que ça va être remplacé par la Proof of Stake qui est beaucoup moins gourmande, qui va aussi permettre, qui va en fait transférer les revenus des transactions d'Ethereum des mineurs qui disparaîtront vers les stakers qui sont des possesseurs d'Ethereum. Et on aura donc une blockchain pas forcément plus rapide, ça c'est important de le comprendre. Beaucoup de gens pensent que ce Ethereum 2.0 après The Merge sera plus rapide, mais il ne sera pas plus rapide, il sera moins inflationniste, il sera moins gourmand en énergie et il sera plus orienté vers les utilisateurs au détriment des mineurs. L'annonce qu'on a vue ces derniers jours, là, le 30 mai, c'est l'annonce en fait, d'un test du merge dans les environnements de test d'Ethereum. Ça veut dire simplement que ce projet-là, il avance, qu'il est clé pour la suite et que c'est un catalyseur probable d'une nouvelle vague d'innovation dans les crypto-monnaies et en particulier dans la blockchain Ethereum. Ça aussi, voilà, c'est un exemple aussi de grands travaux qui se passent en coulisses que vous ne voyez pas forcément, mais qui ont une importance vraiment capitale. Dernier slide que je voulais vous montrer, ça c'est un slide qui montre les investissements privés dans différents secteurs de l'industrie blockchain. Et il y avait vraiment un élément que je voulais vous montrer qui m'a paru très intéressant. Si vous voyez les blocs violet clair, ce sont les investissements privés dans la DeFi, dans la finance décentralisée. Et si vous regardez les investissements en rose, vous voyez que ce sont les investissements dans les NFT et le gaming. Ce qui est intéressant, c'est que la DeFi a souvent été considérée comme un cas d'utilisation de la blockchain
relativement sérieux, alors que les NFT et le gaming, surtout les NFT, je dirais, ont été considérés comme des cas d'utilisation relativement mineurs. Moi, je pense que les deux sont aussi importants l'un que l'autre et que le prochain grand cas d'utilisation, et probablement le cas d'utilisation qui va démocratiser la blockchain, tournera autour des NFT et du gaming. Et ça se traduit en fait dans ce tableau où vous voyez que les investissements roses, donc NFT et gaming, sont de plus en plus importants. En 2020, 2021, on était entre 10 et 20% pour le NFT et le gaming. Et maintenant, depuis à peu près octobre 2021, on est au-dessus de 40%, et parfois 30%. On est en tout cas dans la majorité des investissements dans l'industrie crypto, dans le Web3, sont pour les NFT et le gaming. Alors que la DeFi, elle, c'est le mouvement inverse. Et ça, c'est un peu plus inattendu, je dois dire. Mais ça témoigne aussi du manque de santé de la DeFi en ce moment, où on est passé de 20-30% des investissements à plutôt 15%. Et on voit qu'en mai, c'était 9%, donc vraiment minime par rapport à l'importance que ça avait par le passé. Tout ça pour dire qu'on ne voit peut-être pas forcément toujours ce qui se construit au niveau de la blockchain, mais c'est en train de se passer. Des investissements massifs se font. La prochaine grande industrie, à mon avis, dans le monde de la blockchain, tournera autour du gaming. On a eu une première mode avec le Metaverse l'année dernière, où il y avait des super trades à faire avec des cryptos comme UOS, comme Gala, spécialisés dans le gaming. Je pense que ça, c'était vraiment la première vague du moment où on se rend compte qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Et je suis persuadé qu'il y aura une seconde vague où on aura vraiment les premiers jeux qui seront joués massivement. Il y a eu Axie Infinity, qui est une sorte de préambule. Je pense qu'il va y avoir des jeux, des projets NFT qui vont être beaucoup plus grands que ça et qui vont imposer une bonne fois pour toutes les crypto-monnaies, la blockchain, les NFT comme une industrie tellement bien établie qu'on n'osera plus la remettre en cause comme on le fait aujourd'hui. Un petit peu comme les jeux vidéo où il a fallu attendre depuis les premiers jeux vidéo une bonne vingtaine d'années avant que les gens se rendent compte que ça allait devenir l'industrie culturelle numéro 1 dans le monde. Et c'est ce mouvement-là que moi j'attends maintenant pour les crypto-monnaies. Et je vous invite à suivre ça de près. Donc gardez à l'esprit qu'il faut regarder ce qui se passe sous le capot, il faut regarder ce qui se passe dans les projets concrets, où va l'argent, où vont les investissements, où va l'innovation. Vous avez vu, je peux vous le remettre, hein, le graphique du Bitcoin à long terme contre le Nasdaq. Ici, vous voyez bien qu'il peut y avoir des corrélations temporaires, mais quand vous avez des envolées de prix, elles sont tellement puissantes qu'il n'y a plus vraiment de retour en arrière possible et qu'il y a une telle avance qui est prise par rapport à un actif classique que les gains en fait sont extrêmement importants quand on réussit son investissement dans ce domaine-là. Donc à vous de savoir si c'est quelque chose qui vous convient, bien sûr. Je vous invite, si vous décidez d'investir, à investir vraiment des sommes que vous pouvez vous permettre de perdre. Évidemment, ce sont des investissements qui sont extrêmement incertains et risqués. Néanmoins, vous avez des éléments concrets, comme je vous ai montré aujourd'hui, qui en fait vous donnent des pistes de réflexion, des idées et des éléments concrets pour appuyer vos décisions d'investissement. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je reviendrai souvent vous parler de crypto-monnaie, d'industrie blockchain. Et puis, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si tout ça vous a plu, à commenter si vous voulez, et puis à découvrir nos autres vidéos si vous en avez encore le temps. Je vous dis à bientôt et à une prochaine fois pour une vidéo.